Bonjour à tous, je suis Fabien Font. Bienvenue sur ce webinaire de présentation à l'initiation au tact planning. Écoutez, on va commencer. Je suis très heureux d'animer cette petite séance. Je vais en préambule juste me permettre de présenter un peu qui nous sommes, qui je suis. Écoutez, j'ai eu la chance en 2007 de créer, de fonder un cabinet de conseil et d'ingénierie qui s'appelle IMA, qui n'était pas du tout voué à faire du lean dans la construction, qui était voué à faire du lean management dans les métiers plutôt de l'industrie. Et par hasard, j'ai rencontré en 2007 des gens de Vinci et des gens même de la construction. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler à adapter le lean management au monde de la construction et d'adapter le monde de la construction au lean management d'ailleurs. Et donc en 2007, par hasard, je suis devenu précurseur du lean construction et c'est là que l'aventure a commencé. Alors, ça a commencé par plutôt ce qu'on pourrait appeler de l'organisation terrain et de l'organisation poste de travail, des outils comme le 5S en fait. Mais le but n'est pas de présenter tous les outils aujourd'hui. Mais très vite, on est arrivé à travailler sur d'autres sujets comme la planification. Et en 2009, j'ai commencé à faire les premières expérimentations de ce qu'on pourrait appeler les prémices du tact planning. Donc, vous voyez, ce n'est pas un sujet tout neuf. C'est pas un sujet tout neuf et pourtant c'est un sujet qu'on vient vous présenter, vous me direz un peu tard parce que ça fait maintenant 11 ans qu'on travaille dessus, puis c'est que maintenant qu'on vous en parle. Alors vous allez dire pourquoi? Bah, déjà, première chose, c'est que pendant toutes ces années, il a fallu s'assurer que ça fonctionnait dans beaucoup de types de projets. Hein, ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, on a parfait la méthodologie et puis aujourd'hui on est un peu plus prêt à vous en parler parce que on a des outils informatiques pour pouvoir supporter tout ça. Et effectivement, j'ai eu la chance de ne pas le faire tout seul, cette adaptation, et je me suis beaucoup appuyé sur les IMAciens, puisque j'ai fondé IMA, et IMA, avec l'ensemble de ces IMAciens, au travers de plus de 1000 projets, on a pu parfaire la méthodologie. Et je m'appuie aussi sur les équipes de Timothy qui développent les systèmes qui supportent et qui permettent de faire, par exemple, du tact planning, entre autres. Donc ça, c'est pour ça qu'on arrive, vous me direz qu'en 2020, à vous présenter tout ça. Et puis, euh, c'est aussi le moment où le sujet est d'actualité, puisque vous verrez, on parle beaucoup de comment gérer la coactivité avec, le avec les notions de délai. Donc, vous verrez que c'est très adapté. Donc, on se permet aussi de faire ce petit webinaire pour peut-être donner des clés pour gérer un peu mieux la coactivité au terrain, ce qui est très important aujourd'hui dans le contexte Covid, mais qui est très important d'habitude aussi, mais ça renforce l'importance aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, vous avez peut-être je vais lever un frein qui est est-ce que le tact planning, ce que vous allez voir là, est adaptable partout? C'est plus ou moins oui. Vous verrez qu'il y a des conditions. On ne fait pas du tact planning sur tous les projets. Enfin, c'est plutôt réservé à des projets répétitifs. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de limite dans les projets et tout ce que vous allez voir, nous, on s'est appuyé sur des centaines, voire des milliers de cas d'usage sur lesquels on a eu la chance de travailler à travers le monde. Et c'est sur cette base-là qu'on a pu construire un modèle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on ne va pas vous présenter dans le détail comment le faire, parce que, bien sûr, vous commencez à comprendre que ça peut s'adapter partout. Ça peut s'adapter partout, sur de très nombreux projets, pas tous, hein, mais à condition d'en connaître les principes fondamentaux. Et c'est l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter les principes fondamentaux. Il faut comprendre les principes fondamentaux. Et dans ces principes, on va voir plusieurs choses. La première, les deux premiers pavés, je vais vous sortir du monde de la construction parce que
il faut que vous compreniez un peu c'est quoi les notions de tact. Et donc, le tact, vous verrez, c'est le rythme que veut le client. Donc, on va voir comment passer du tact à cette notion de rythme client. Ensuite, on va voir derrière quels sont les principes fondamentaux du tact, et en tout cas pour passer au planning, hein, tact. Parce qu'entre un tact et un planning, il y a une petite différence. Donc, quand on dit un tact planning, il faut rentrer des notions de délai. Donc, on verra l'effet tabouret. Ouais, je fais du teasing. Et puis, une fois qu'on aura vu des principes généraux, qu'on aura commencé à comprendre et faire un transfert dans le monde de la construction, on va rentrer dans le monde de la construction et on va regarder c'est quoi un takt time dans la construction. Ensuite, on verra c'est quoi un équilibrage dans la construction. Et enfin, on finira par c'est quoi un tact planning. Mais une fois qu'on aura vu le tact planning, on se dira qu'est-ce que ça change en termes de pilotage? Parce qu'un planning dans la construction, c'est bien beau, on le fait, mais c'est pas pour qu'il reste dans un tiroir, c'est pour qu'on le pilote, qu'on construise avec. Donc on verra qu'est-ce que ça change en termes de pilotage ou quels sont les points fondamentaux pour bien piloter. Et puis on verra rapidement comment le mettre en œuvre. Et on aura conclu et ça sera déjà une belle heure passée ensemble. Voilà, ça c'est le programme du jour. Donc c'est parti. Commençons par la notion de takt time. Pour aborder cette notion, je vous propose qu'on sorte de la construction et qu'on se mette à la place d'une entreprise qui s'appellerait ABC et qui fabrique et vend des tabourets. Ouais, ça n'a rien à voir avec nous, mais elle fabrique, elle vend des tabourets et cette entreprise dispose d'un site industriel, une usine qui est aux 35 heures, hein, parce qu'on est en France, et qui est ouverte donc 7 heures par jour pour travailler. Et voilà. Dans cette usine, il y a une nouvelle patronne qui a décidé d'améliorer son service aux clients et qui voudrait s'organiser en conséquence. Donc, Madame X, hein, cette nouvelle directrice, elle se demande mais comment améliorer le service au client? D'ailleurs, enfin, c'est bien beau, j'ai dit ça, mais je fais comment? Et là, quelqu'un va lui dire mais et si on regardait un peu c'est quoi le besoin du client? Ah, c'est pas bête, on va regarder c'est quoi le besoin du client, mais c'est quoi son besoin? Et là, ils vont simplement regarder les ventes qui se sont passées, etc. Puis ils vont s'apercevoir qu'en fait, en gros, on vend à peu près 200 tabourets par jour. Donc finalement, elle va dire, bah, ok, je dois donc m'organiser pour produire 200 tabourets par jour. C'est ça qu'elle va se dire. La question, c'est comment faire. Et là, on va commencer à rentrer une notion qui s'appelle le takt time, puisqu'on parle de s'organiser pour servir le besoin des 200 tabourets. Et on va rentrer une notion qui s'appelle le takt time, et le takt time vise à comparer mon organisation par rapport aux besoins du client. Mon organisation, c'est quoi? Alors, elle peut changer, mais pour l'instant, c'est je travaille 7 heures par jour. Mes ouvriers ont en plus 10 minutes de pause le matin, 10 minutes de pause l'après-midi, donc finalement, vous verrez, je travaille 400 minutes effectives par jour. Et le besoin du client, c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai. Le client jouant à peu près 200 tabourets par jour, donc c'est 200 tabourets. Et donc le takt time, c'est de comparer mon organisation par rapport aux besoins du client, et je vais en déduire une chose assez simple, qui va être le rythme. Pourquoi? Parce que je vais faire 400 divisé minutes hein, de travail effectif divisé par 200 unités, et je vais trouver que, en fait, finalement, pour servir mon client, il faudrait que je sois capable de faire un rythme, de suivre un rythme à 2 minutes par unité. Et bien ça, c'est le takt time. Ce 2 minutes par unité, c'est le takt time, c'est finalement le rythme qui correspond aux besoins du client. Voilà. Alors, ok, c'est le rythme que je devrais respecter. Alors, Madame X va se poser une autre question. Elle va dire, bah, c'est bien beau. Ok, je comprends. Il faut suivre 2 minutes, mais comment je fais moi? Je mets 8 minutes pour faire un tabouret, donc je ne peux pas respecter ce rythme-là, c'est impossible. Je ne peux pas descendre de 8 minutes à 2 minutes. Mais comment je peux faire ça? Et puis, bah, bien sûr, on va commencer à dire, bah, non, on n'a pas dit qu'il fallait descendre de 8 minutes à 2 minutes. Il faudrait peut-être ajuster les ressources. Ah, d'accord, je dois ajuster les ressources. Donc, comment je vais faire ça?
Bah, finalement, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que je sais que je mets 8 minutes par tabouret, que je compare à mes 2 minutes, et donc finalement, ça veut dire quoi? Ça me fait dire qu'il me faut 4 personnes. Et je viens juste de comprendre que pour satisfaire le besoin du client, il allait falloir que je mette en place au moins 4 personnes dans mon entreprise. Vous voyez, c'est un peu la différence entre le Lean qui dit c'est du dégraissage et le Lean qui dit on doit adapter les ressources aux besoins du client et donc d'être en juste nécessaire. Si vous mettez 3 personnes, vous ne servirez pas le client. Si vous en mettez 5, vous en mettez une de trop. Bah, le Lean, c'est déjà, quand on fait le tact, c'est on se met au service du client et on va essayer de mettre le juste nécessaire. Et donc là, vous arrivez sur effectivement, avec le tag, je vais démentionner mes besoins. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première démonstration? C'est que le tact, c'est ni plus ni moins que le rythme qu'il faudrait suivre pour servir le client, et que le tact permet de dimensionner les ressources. Ok, on vient de voir cette première notion, ça c'est cette première notion de tact, même de tact time, puisque vous avez vu que le tact c'était un temps. Par contre, la question c'est comment on passe du tact time à un planning. Ouais, enfin, rien à voir quoi, enfin, c'est bizarre votre truc. Et là, il faut qu'on rentre une notion de délai. Et la question c'est comment on fait rentrer la notion de délai avec le tact time. Et là, je vous propose de suivre notre exemple avec passage à l'effet tabouret. Donc, Madame X a bien réorganisé sa production pour être en 4 étapes avec 4 personnes, où elle va faire 4 étapes. On va débiter, on va assembler un tabouret, on va le peindre et on va l'emballer. Et elle l'a équilibré parce que chaque étape dure 2 minutes. Donc voilà, elle a réussi à faire ça. Par contre, comme elle les vend par 5, ces tabourets, c'est assez bizarre hein, d'ailleurs de les vendre par 5 parce que des tables avec 5 côtés, mais bon, c'est comme ça, c'est l'exemple. Hein, faut pas tout changer, tout est pas dans la vraie vie réelle, mais elle les vend par 5. Et donc, on va regarder quel est l'impact de ce lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand le premier va en débiter, il va en débiter 5. Puis, il va passer à son voisin qui va en débiter 5 aussi. Bon, on peut imaginer que c'est toujours amorcé après, voilà. Qui va passer à son voisin qui va en peindre 5, qui va passer à son voisin qui va en emballer 5. La première question, c'est combien de temps faut-il pour avoir le premier tabouret? Et là, vous allez vous apercevoir qu'il ne faut pas 8 minutes, mais il en faut 32. Pourquoi? Parce que bah, il va falloir attendre qu'il y ait les 5 débits, 5 assemblages, 5 peintures, plus un premier emballage. Donc 32 minutes. Et combien me faut-il de temps pour avoir finalement tout mon lot qui pourrait être considéré comme un projet? Bah là, il m'en faudra 40 parce que j'aurai les 10 minutes à chaque process. Donc, je me retrouve avec 40 minutes. Maintenant, quel est mon délai? Comment je peux le modéliser? Bah, le premier tabouret, c'est ce qu'on pourrait appeler l'amorçage, c'est-à-dire combien de temps faut-il pour amorcer mon flux. Et puis après, on a la production en rythme. Et donc, si je modélise un peu le délai, je vais m'apercevoir que j'ai un temps d'amorçage et après un temps de production en rythme. Et là, vous avez finalement le délai égale l'amorçage plus la production en rythme sur non pas les 5 tabourets, mais que sur 4, donc c'est n-1, c'est par rapport à la quantité que j'ai à faire, fois le tact. Et donc, voilà comment on commence à rentrer la notion de délai. On voit qu'il y a un modèle mathématique qui commence à opérer. Ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est si je veux réduire le délai, comment je peux faire? Je dois m'attaquer à l'amorçage. Ah oui, si je veux réduire le délai, je dois m'attaquer à l'amorçage. C'est mathématique, là, je peux rien faire sur la partie de droite, donc il faut que je m'attaque à la partie de gauche. Donc je m'attaque à l'amorçage, et d'ailleurs ça tombe bien parce que Madame X qui veut satisfaire son client a reçu une nouvelle d'un client qui lui a demandé de passer non plus à 40 minutes de délai client comme elle avait avant, mais à 20 minutes. Et là, comment elle va faire ça? Il faut qu'elle réduise son amorçage.
Et là, comme vous êtes tous des spécialistes du lean, vous allez dire, bah oui, mais c'est un peu stupide, parce que quand la personne qui débite travaille sur un tabouret, il y en a 5 autres à côté qui dorment, quoi. Ou quand on assemble, il y en a 4 autres qui dorment, pardon. Donc, effectivement, on va réduire le lot et on va dire, on va pas réduire le lot de vente, mais on va dire, au lieu d'attendre d'avoir 5 tabourets pour le passer à mon voisin, je vais le passer dès que j'en ai un. Et donc, on va s'organiser comme ça, en fait, en disant, ben, dès que je débite, hop, je passe à l'assemblage qui assemble lui pendant que moi je débite le deuxième, hein, puisque j'ai un lot de 5 à faire. Et quand l'assemblage a fini, bah, j'ai fini mon deuxième débit et ainsi de suite. Vous commencez à comprendre le système, qu'on commence à se mettre en rythme. Mais cette fois-ci avec moins d'encours entre les postes de travail. Et là, vous allez arriver à la question, combien de temps me faut-il pour l'amorçage cette fois-ci en faisant comme ça? Bah, la question c'est, premier tabouret, là je vais mettre que 8 minutes, puisque toutes les... Voilà. Et si j'ai mis 8 minutes pour le premier, la question c'est combien de temps me faut-il pour les 5? Et là, ça change tout parce que l'amorçage, effectivement, il est en 8, mais après, maintenant, toutes les 2 minutes, je ne vais pas mettre 40 minutes je vais pas faire 5 fois 8 minutes. Donc, toutes les 2 minutes, je vais commencer à sortir un tabouret comme je le faisais avant à la fin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de 16 minutes, j'aurai mon lot de 5 tabourets. Donc, j'ai bien réduit mon délai. J'ai bien fait ce que j'avais dit, j'ai réduit le délai, d'ailleurs je l'ai réduit de 60%. Maintenant, ok, c'est bien beau, c'est un exemple, mais dans le monde de la construction, ça veut dire quoi? Bah, effectivement, dans le monde de la construction, on a des séquences aussi de travaux. Hein. Alors, c'est pas des débits, des assemblages, des peintures et des emballages, même peinture, tiens, hop, ça pourrait être un process du monde de la construction. C'est d'autres process. Donc, il faut des séquences. On en a, hein, des enchaînements de tâches dans des lieux, on en a. Ensuite, cette notion de tabouret, bah, dans le monde de la construction, c'est pas des tabourets qu'on fait, mais on fait des lieux. Et donc, vous avez vu, on va commencer à parler de micro-zoning. Et la taille de la zone devient importante parce qu'on a vu que plus on est sur une zone petite, plus on va aller vite. Voilà, on parle de micro-zoning. Alors, c'est des mètres carrés, c'est des mètres linéaires, ça peut être des logements, ça peut être des zones, ça peut être des chambres, ça peut être des espaces de bureaux, ça peut être ce que vous voulez. Mais le tout, c'est de trouver des micro-zones, des zones, du zoning. Donc, la deuxième notion pour transférer l'effet tabouret dans le monde de la construction, après la séquence, c'est le micro-zoning, c'est-à-dire l'unité de ce que je vais faire. Troisième notion, effectivement, il y a cette notion de tact. Qu'est-ce que veut le client? Hein, c'est pas j'organise mon rythme par rapport à ce que je sais faire, c'est j'organise mon rythme par rapport à ce que le client veut. C'est la notion de tact, tact time. Et puis la dernière, chose, c'est que bah, comme là dans le monde de l'industrie, il faut un équilibrage. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde aille à peu près au même rythme. Donc c'est l'équilibrage et donc c'est les ressources associées, vous verrez. Voilà, on vient de montrer un peu les principes fondamentaux. Maintenant, on va essayer de transférer ça vers du tact planning. Et pour transférer ça vers du tact planning, il va falloir voir comment je calcule un tact time dans le monde de la construction. Pour calculer un tact time dans le monde de la construction, je vais prendre l'exemple d'un projet assez simple où il y aurait 3 grandes phases, du gros œuvre, du second œuvre logement et des OPR. Ouais, un truc classique. Bah déjà, le tact, il ne va pas être à l'échelle du projet, il va être à l'échelle d'un flux. Donc, on pourrait se poser, c'est quoi le tact du second œuvre? J'ai fait exprès de mettre amorçage et puis on voit cette répétition en ligne. Là, dans le cas présent, je vais dire que j'ai 150 logements à faire. Bah, la question, c'est que finalement, je m'aperçois que le tact, je pourrais reprendre l'équation du délai et puis de le remettre à l'envers. C'est que j'ai le délai du second œuvre égale l'amorçage plus n-1 fois le tact, donc le tact égale le flux moins l'amorçage sur n-1. Je vais renverser l'équation mathématique assez simplement. Et donc, et là, on va s'apercevoir qu'on peut calculer un tact. Pourquoi? Parce que je vais faire un macro jalonnage de mon planning. Hein, au début, je vais dire, bah, finalement, il me reste 10 mois par rapport aux gros œuvres, par rapport à hein, ça paraît logique d'avoir 10 mois pour faire les corps d'état. C'est des macro jalonnages qu'on fait en début de projet. Hein. Après, il va se poser la question de l'amorçage. Alors, des fois, ça, je ne le connais pas.
exemple d'amorçage, pour se connaître l'amorçage, j'ai mis combien de temps pour faire le proto, hein, le témoin. Ou on verra, je fais une séquence et j'empile les tâches par rapport à une séquence et je dis, bah, au mieux, je peux faire 40 jours, par exemple. Donc, c'est un travail de trouver l'amorçage. Donc, j'ai finalement 10 mois. 10 mois, ça correspond à peu près à 200 jours ouvrés. J'ai un amorçage de 40 jours. Et ben maintenant, je peux calculer mon tact. Et mon tact, assez simplement, 200 jours moins 40 divisé par 150 moins 1, approximativement à quelques virgules près, ça me fait un jour par logement ou un logement par jour. Si j'avais 2 jours par logement, ça serait 0,5 logements par jour. Et si j'avais 0,5 jours par logement, ça serait 2 logements jour. Et voilà, je viens de trouver le rythme que je dois suivre. Et ce rythme-là, c'est pas celui que je sais faire ou celui que j'aurais aimé faire ou quoi que ce soit, c'est le rythme sur lequel je dois m'organiser par rapport au délai du client. Parce que j'ai le 18 mois à respecter. C'est ça qui est important. Hein, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les autres webinaires, je parle beaucoup de délai client. C'est pas le délai qu'on sait faire ou le délai qu'on veut faire, c'est le délai qu'on doit respecter. On verra des exemples d'ailleurs par la suite. Donc maintenant que je sais que je dois aller à un logement jour, j'ai un problème d'équilibrage. Parce que je sais, tous mes corps d'état ne savent pas faire un logement par jour. Hein, assez simplement, la peinture, ça dure pas un jour. Parce qu'il y a des couches, il y a du séchage, vous voyez. Donc j'ai une notion d'équilibrage. Rentrons dans cette notion d'équilibrage. Pour rentrer dans la notion d'équilibrage, il faut deux choses en prérequis. Il faut un zoning ou un micro-zoning et une séquence. Vous avez ici, j'ai mis un plan de bâtiment avec une séquence qui est faite d'ailleurs sous Timothy, on reviendra dessus après pour vous montrer. Voilà, il me faut ces deux prérequis-là. Le zoning, c'est quoi? Ça va être d'identifier les zones qui vont être concernées par cette séquence-là. Donc là, j'ai ce logement-là, ce logement-là, ce logement-là et ce logement-là. Donc j'ai 5 microzones sur cet étage. Voilà, c'est ça le zoning. Vous remarquerez d'ailleurs que tout n'est pas colorié, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément qu'un seul zoning. Hein. D'ailleurs, on ne va pas le traiter ici. Un projet, c'est pas juste une séquence. C'est forcément plusieurs séquences. Là, on voit qu'on a les paliers qui ne sont pas traités. On pourrait avoir l'escalier, etc. Donc, on voit que la façade, les balcons ne sont pas traités. Donc, il y a d'autres séquences. Mais on va simplifier. Vous comprenez que on a bien une séquence avec un zoning associé. Je vais vous montrer un exemple d'équilibrage et vous montrer que c'est assez simple à faire. Et on va prendre une séquence un peu toute simple avec je fais des murs, je fais de l'électricité, je fais du carrelage, ça ne veut rien dire. Mais pour faire les murs dans une zone, il faut 2 jours avec une équipe de 2 personnes. Pour faire l'électricité, il me faut 2 jours avec une équipe de 1 personne. Et pour faire le carrelage, il me faut 0,5 jours avec une équipe de 2 personnes. OK. Et puis mon taxe, c'est un jour. Hein, vous voyez, j'ai fait des pavés qui correspondent à une taille proportionnelle des 2 jours par rapport aux 0,5 jours. Déjà, quand je regarde ça, je vais faire apparaître les problèmes. J'en ai 3 de problèmes. C'est que les murs et l'électricité vont trop vite, vont pas assez vite, et le carrelage va pas assez vite. J'ai mis en rouge ce qui va pas assez vite et en orange qui va trop vite. C'est en termes de degré d'importance et de difficulté. C'est pas la même chose, mais vous verrez qu'aller pas assez vite pose des problèmes. On verra des problèmes de continuité de tâche. Donc, pour réussir à ramener tout le monde sur le 1 jour, finalement, j'ai 2 leviers simples. Il y en existe d'autres, mais je vais simplifier, j'ai 2 leviers simples. Le premier levier, c'est le nombre d'équipes. Le deuxième levier, c'est le nombre de personnes par équipe. Allez, on va utiliser ces leviers pour montrer ce que ça pourrait donner. Sur les murs, je pourrais très bien dire que pour passer à 1 jour, je double mes équipes. Enfin, comme j'étais 2 jours à 2 personnes, je ne change pas le nombre d'équipes, mais je double mon nombre de personnes dans l'équipe, c'est-à-dire que je passe de 2 à 4. Et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, c'est à voir avec le maçon, hein, je peux réduire à 1 jour. Voilà. Ça, c'est le premier équilibrage. L'électricité, maintenant on attaque l'électricité, hors de question de couper
de mettre 2 personnes, enfin, il faut vraiment que le gars il fasse tous les branchements, comme ça on est sûr de la qualité. Non, non, moi je reste sur 2 jours par logement. Alors, ok, mais par contre, au lieu de mettre une seule équipe, tu vas en mettre 2. Et oui, je vais bien continuer à mettre 2 jours par logement, mais comme j'en mets 2 en parallèle, mon rythme moyen, ça sera bien un logement jour, puisque au bout de 2 jours, j'aurai 2 logements qui vont sortir. Donc 2 logements en 2 jours, si je divise ça par le total, ça fait un logement par jour en moyenne. En moyenne. Et donc ça respecte bien mon tact. Ensuite, le carrelage. Bah, le carrelage, je vais peut-être avoir la même négociation et il va dire effectivement, si je mets qu'une seule personne, je peux le faire et ça va réduire ça va limiter la vitesse et donc je vais passer à un jour. Voilà. Et vous voyez qu'en utilisant ces leviers, je peux réussir à équilibrer mon flux. Bien. Maintenant, vous allez dire, mais ça marche pas. Si j'en ai un qui va à 2 jours, même si c'est le rythme moyen, comment ça va se passer sur le terrain? Parce que souvent, les gens ont ça marche pas. Si j'ai, enfin, 2 jours, un jour, et ça va attendre, ça marche pas. Regardons ce qui va se passer physiquement. Allons sur le plan. Le jour 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir bien les murs qui vont arriver. Le jour 2, le jour 2, les murs auront fini et c'est l'électricien qui va commencer à mettre sa première équipe dans le premier logement. Le jour 3, les murs vont passer dans le troisième logement et l'électricien qui avait la première équipe dans le premier logement va rester dans le premier logement parce qu'il en a pour 2 jours. Par contre, il va mettre en place une deuxième équipe dans le deuxième logement qui a été libéré par le maçon. Le jour 4, l'équipe mur va passer dans le quatrième logement et la première équipe des électriciens va libérer le premier logement pour permettre au carreleur d'arriver. Et là, vous commencez à dire, ah bah ouais, ça commence à marcher en fait, mais attendez, comment le carreleur il va être bloqué là? Bah non, parce que le jour 5, les murs bougent et les deuxièmes équipes d'électriciens bougent, libérant au carreleur, et ce qui fait qu'au jour 5, on aura fini complètement notre premier produit. C'est-à-dire qu'en 4 jours, on va amorcer le flux. Hein. En 4 jours, au bout de 4 jours, on aura fin du quatrième journée, donc au jour 5, début jour 5, on aura fini notre première unité. Je continue comme ça et vous allez commencer à comprendre comment ça se passe. Jour 6, j'ai terminé un logement et puis on voit que hop, ça commence à partir jusqu'au jour 9 où j'ai tout terminé. Bravo. Voilà comment ça va se passer dans la vraie vie. Et là, vous commencez à voir que c'est intéressant parce que ça va être très visuel comme avancement. Hein, si on arrive à organiser ça en tact planning, c'est-à-dire qu'on là, on n'est pas encore en tact planning, on a vu la notion de délai, il faudra regarder. Mais si je vous donne déjà pour vous montrer à quoi ça va correspondre, bah oui, si je mets des photos de chantier qui sont en tact, là vous avez ici des façades, enfin des extérieurs de maisons, bah, vous voyez bien que chaque maison a une étape différente du processus. Par contre, pour que ça marche, bon là c'était à la semaine, il faut que toutes les semaines, chaque corps d'état puisse bouger et faire son travail. Mais c'est très visuel. Hein. Vous avez ici la même chose avec du second œuvre dans des salles de classe. Comme vous pouvez le voir, c'est très visuel. Et l'idée, c'est que si vous vous baladez dans toutes les salles de classe, vous allez voir des salles de classe à des étapes différentes du processus sur ce chantier-là. Alors ça, c'est intéressant parce que vous commencez à voir que ça peut exister dans la vraie vie ou la vie réelle des chantiers. Par contre, ça amène tout de suite à une problématique. C'est que là, si j'ai un chantier effectivement de 150 logements, mais je ne vais pas avoir 3 tâches ou 4 tâches ou 5 tâches, mais ça va être peut-être 40 tâches dans le logement. Bah, faites l'équation. 40 fois 150, ça va faire 6000 tâches. Je peux vraiment représenter ça avec les outils classiques de planning, type Gantt? Bah non, enfin, on va rien y voir. Enfin, à 50 pages par tâche, c'est 120 pages de planning déjà. Pour juste une opération de logement, c'est immanageable avec un Gantt. Donc, on commence à comprendre qu'il va falloir changer de représentation. Donc, on va arriver sur le tact planning.
Et là, il va falloir être humble. Moi, je vous ai dit, en 2009, j'ai fait les premières expérimentations. Je suis arrivé à trouver en 2011 des représentations enfin, les premiers tacts étaient en 2009. Pour moi, en 2011, les premières représentations. J'ai trouvé dans la littérature des gens qui en parlaient en 2013. Donc, on va se dire, ah, on est peut-être les créateurs de tout ça. Et puis, un jour, je suis tombé sur des articles un peu plus vieux. Donc ça existe depuis bien longtemps. D'ailleurs, vous connaissez, je le fais souvent, vous connaissez la tour grande hauteur construite la plus vite au monde, hein, grande hauteur, hein, plus de 300 mètres, construite la plus vite au monde. Bah, c'est l'Empire State Building en 1930. Design compris, enfin étude compris, 13,5 mois. Bah, si vous regardez et que vous allez chercher un peu, vous demandez, vous arrivez à trouver sur Internet à quoi ressemblait le planning, c'était un planning tacté. Bon, il y avait 7 produits, il y avait 7 flux. Il y avait 7 flux avec des rythmes différents, etc. Mais c'est un planning tacté. Et donc, ils ont construit ça avec un tact planning. Alors, ils n'avaient pas d'outils informatiques, etc. Et donc, on pouvait le faire à la main. Donc, d'ailleurs, on l'a fait, nous, à la main pendant des années. Sauf que ce qui est un peu rageant, c'est qu'à la fin de ce projet-là, on a oublié qu'on savait le faire comme ça. Donc, aujourd'hui, je pense que les outils informatiques comme Timothy vont servir à figer cette méthodologie et de pouvoir la reproduire d'un projet à l'autre. Et donc, mais en tout cas, le tact planning, c'est des plannings géotemporels en fait. Donc un planning géotemporel, c'est quoi? C'est on vous mettez sur un axe le lieu, sur l'autre axe le temps, et à la croisée des deux la tâche avec des codes couleurs, etc. Donc, je vous viens de vous afficher un planning géotemporel classique euh, vous pouvez, enfin, qui est pas le même, mais ça, c'est un planning géotemporel. Si je fais le planning géotemporel, donc le tact planning de l'équilibrage que je viens de faire, ben, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'il y a bien les murs, l'électricité, le carrelage, ça c'est ma séquence. Remis en géotemporel, alors là il n'y a pas que 5 appartements, j'avais mis un étage, mais on va dire qu'il y avait 4 étages. Voilà ce que ça va donner. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que vous avez une belle pente. D'ailleurs, la pente, c'est la vitesse. Et vous voyez que ma tâche de 2 jours en électricité, avec mes 2 équipes, se comporte pareil, avec un rythme moyen où je démarre une tâche tous les jours. Donc voilà à quoi ressemble un tact planning. C'est du planification géotemporelle rythmée. Maintenant, quel est l'intérêt de cette représentation? On a vu, c'est qu'on peut représenter beaucoup plus de tâches, mais pas que. Alors, il y a plein d'intérêts. Déjà, premièrement, on va parler d'enchaînement logique par zone. Hein, on est dans des modes constructifs, on n'est pas sur des barres sans savoir comment ça enchaîne. Et puis voilà. On va visualiser les coactivités parce que très vite, on va voir si dans une même zone, il y a 2 entreprises. Hein. On va pouvoir visualiser tout un planning en faisant une impression à zéro, même sans lire le détail des tâches. On va pouvoir avoir une big picture du planning en visuel. Et puis surtout, dans un planning géotemporel, ce qui est intéressant, c'est que partout où il y a du blanc, c'est que potentiellement, il y a une possibilité de venir anticiper ou de différer certaines tâches. Donc on va voir tout de suite si on peut ou on ne peut pas attendre ou accélérer. Et puis, dernier point, je voudrais le lever, c'est que là, je vous parle du tact planning, vous allez dire, ah ouais, mais c'est bon, ça c'est pour que les projets répétitifs. Oui, c'est plus facile, enfin, ça a plus d'intérêt pour les projets répétitifs. Et par contre, dans un projet répétitif, vous avez aussi des zones qui n'y a pas de répétition. Par contre, vous aurez quand même des enchaînements de tâches dans des lieux. Bah, finalement, la différence entre un planning géotemporel et un tact planning, c'est que dans le planning géotemporel, vous aurez à la fois des flux rythmés, genre type tact planning, mais à la fois des zones où on fait juste une séquence. Voilà, donc c'est dans un tact planning, vous aurez des fois dans un planning géotemporel, vous avez sur des zones des séquences qui sont uniques. C'est pas grave, ça marche aussi, hein. Enfin voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est l'autre avantage de ce type de représentation. Bien. Maintenant, par rapport à ça, hop,
je voudrais parler des étapes, enfin, c'était pas les étapes pour les mettre en œuvre, c'est plutôt quels sont les critères pour bien le piloter. Je remets ce planning-là et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que c'est compliqué de voir le chemin critique. Ben, quel est le chemin critique? Ben, en fait, toutes les tâches sont sur le chemin critique parce que si la tâche mûre ralentit, elle ralentit tout le monde. Si elle démarre pas à l'heure, voilà. Et pareil pour toutes les tâches sont sur le chemin critique. Donc, quand toutes les tâches sont sur un chemin critique, c'est dur de piloter avec un chemin critique. Et donc, c'est pour ça qu'on parle alors de chaîne critique, c'est-à-dire que le flux lui-même est critique. Donc, toutes les tâches du flux sont critiques aussi. Donc, pour comprendre comment piloter ça, prenons l'exemple du petit train. Finalement, ma séquence, c'est comme un petit train avec des wagons. Si je veux que mon train arrive à l'heure, qu'est-ce que je dois faire? Ben, les clés du succès pour que le train arrive à l'heure, c'est 1, il doit partir à l'heure. 2, il doit rouler à la bonne vitesse. Et 3, il ne doit pas avoir d'incident. Et là, j'ai peut-être une chance qu'il arrive à l'heure. Et ben, c'est pareil dans le monde de la construction. Ça va se représenter comment? 1, je dois démarrer les tâches à l'heure. 2, je dois respecter le rythme. Et 3, je dois faire bien du premier coup. Alors, la question, c'est comment je fais ça? Eh ben, pour faire ça, règle numéro 1, démarrer les tâches à l'heure. Exemple de solution pour démarrer les tâches à l'heure, finalement, on va s'appuyer sur des outils comme le LPS, le Last Planner System, que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Le but, c'est pas de former à tous les outils, mais c'est ces fameux outils de pilotage un peu dynamiques avec des post-it ou on peut le faire en digital aussi. Et finalement, ça va être quoi? Ça va être de regarder avec des outils comme ce qu'on appelle le look ahead planning ou le weekly planning. Le look ahead planning, c'est le planning à X semaines, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le planning, on va dire, on regarde sur 3-4 semaines et on va s'assurer qu'on peut bien faire les tâches et bien les commencer dans 3-4 semaines. Et on va aller chercher les prérequis. Et puis, vous avez le weekly planning. C'est quoi? C'est on fige le planning de la semaine prochaine. Ben, l'idée, c'est de, pendant ces étapes-là, s'assurer qu'on va bien pouvoir démarrer les tâches à l'heure. Parce que si vous avez une séquence et que finalement vous démarrez pas à l'heure, vous allez changer, et même chaque tâche vous la démarrez avec un peu de retard, qu'est-ce que vous allez changer? L'amorçage. Mais si vous changez l'amorçage, vous changez le délai, parce qu'après vous ne pourrez pas réaccélérer ou très faiblement, parce que tout le monde doit accélérer ou tout le monde doit ralentir. Donc c'est important de démarrer les tâches à l'heure. Parce que si le gars du mur vous dit mais t'en fais pas, je finirai bien les murs à l'heure, mais je vais commencer 3 semaines plus tard, ça veut dire que lui, au lieu d'être comme ça, il va être comme ça. Et donc ça veut dire que tous ceux qui sont derrière doivent être aussi comme ça en termes de vitesse, hein, puisque la vitesse c'est la pente sur le planning. Hein. Donc c'est important de démarrer les tâches à l'heure. Donc on revient sur des outils classiques de management de projet où on va démarrer à l'heure. Maintenant, si j'ai démarré à l'heure, il faut maintenant que je roule à la bonne vitesse. Ça, c'est le deuxième point. Pourquoi? Parce que si vous ne roulez pas à la bonne vitesse, vous allez freiner tout le monde. Ok? Et si vous roulez trop vite, vous allez taper dans les autres. Donc c'est comme si les wagons cherchaient à se taper. C'est vrai que l'image, la bonne image, ça serait l'autoroute où tout le monde roule à la même vitesse, parce que s'il y en a un qui roule trop vite, ça fait ça, et puis s'il y en a un qui roule trop lentement, il y a les autres qui tapent dessus. Bien. Et là, les outils de pilotage classiques, il faut migrer vers un outil qui s'appelle la courbe en S. La courbe en S, c'est quoi? Ben, c'est vous allez regarder en bleu, par exemple, ce qui était prévu et vous allez vous assurer que vous suivez à peu près la bonne vitesse avec la courbe en orange, qu'est-ce que vous produisez réellement. Donc ça, c'est des outils qui vont pouvoir permettre de surveiller qu'on va à la bonne vitesse. Donc l'indicateur de suivi de planning, aujourd'hui, c'est plutôt des courbes en S pour savoir si on démarre à l'heure, on va à la bonne vitesse, parce que dans une courbe en S, on verra aussi si on démarre à l'heure. Donc, il faut migrer vers de la courbe en S pour piloter. Bien sûr, quand vous êtes en retard, il faut faire ce qu'on appelle des courbes de recollement. C'est pas simplement je suis des indicateurs, c'est pour être à la bonne vitesse. Hein. C'est comme votre indicateur de vitesse sur une voiture.
Si vous voyez que vous n'allez pas assez vite ou que vous allez trop vite, si vous ne changez pas la pression sur l'accélérateur, ça fait rien, hein, vous savez juste que vous n'êtes pas bon, quoi. Donc bah, là, c'est pareil, il faut réagir après, hein, c'est un indicateur, c'est pas lui qui réagit à votre place, c'est à vous après de réagir sur le chantier. Donc ça, c'est le deuxième, c'est la règle numéro 2. Et la règle numéro 3, je vous ai dit réduire les incidents. Bah ouais, mais nous, on est dans la construction, des incidents, on en a plein. Qui n'a pas d'incidents et d'aléas sur les chantiers? Bah, le premier incident qu'il faut réduire, c'est quoi? C'est que vous êtes sur votre séquence, il faut quand même que la tâche que vous êtes en train de faire libère l'espace pour la tâche d'après. Alors souvent ça on arrive à le faire, mais il y a un incident qui est de pas bien faire en entier la tâche. Ce qui fait que l'autre d'après peut pas non plus bien faire en entrée et vous vous retrouvez comme ça avec des petits résidus de produits à finir. C'est comme si sur une chaîne automobile vous faisiez chaque tâche, vous en laissiez un petit peu qu'à la fin il fallait tout reprendre. Ça s'appelle des levées de réserve. Ah non, le but c'est de viser le bon du premier coup. Et donc, on est très lean, hein, pour ceux qui connaissent les principes du lean avec les piliers. Il y a un pilier qui est la qualité intégrée et faire bien du premier coup. Ben là, on est dedans. Et donc, l'idée, ça va être de faire en sorte que les gens réalisent bien la tâche qu'ils ont à faire, la tâche unitaire, et qu'à chaque fois, elle soit bonne. Pour ça, ben, ça peut être contrôlé au pointage. Dans des outils comme Timothy, vous pouvez pointer sur le terrain, valider que la tâche était bonne, créer des restes à faire, mesurer des taux de bond du premier coup, c'est un nouvel indicateur, mais le taux de bond du premier coup, il va vous servir à quoi? Viser le 100% et donc de faire l'amélioration continue qui va avec. Et si vous faites ça, bah, effectivement, il y a des grandes chances que vous arriviez à suivre votre tact planning. Mais si vous faites juste un tact planning et que vous ne le managez pas, bah non, il va rester lettre morte, hein. Il va rester lettre morte. Bien. Quelles sont les clés de la mise en œuvre par rapport à ça? Maintenant, j'ai vu le pilotage. Les clés de la mise en œuvre, déjà, je vais vous montrer des résultats qui existent. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau, mais pourquoi le mettre en œuvre? Ça a l'air bien, mais on a vu des choses un peu nouvelles ou pas, qui semblaient logiques ou pas, mais le résultat, déjà, c'est quoi? Le résultat, c'est des exemples qui sont passés dans la vie réelle où il a fallu réduire le délai et on a utilisé le tact planning pour réduire le délai. Un projet classique là sur du logement comme ça, là c'est une opération de logement en mode classique, hein, béton, on parle pas de hors site ou quoi que ce soit, hein, ça peut encore changer la donne, hein, euh, ça peut encore changer la donne, hein, on peut accélérer, c'est pour ça que je disais les moyens d'équilibrage, il y en a d'autres, hein, il y a aussi le hors site, il y en a plein d'autres. Et je vais donner les deux principaux sur du mode classique. Là, dans le mode classique, un délai classique pour une opération de logement comme celui-là avec un bâtiment de 118 logements, c'est à peu près 18 mois quand il n'y a pas de sous-sol, hein, quand il n'y a pas de travaux spéciaux. Elle a été réalisée en 12 mois parce qu'on a suivi le rythme. Et il n'y a pas de rythme impossible. Il n'y a pas de rythme impossible parce que vous avez vu que le rythme va dépendre des effectifs. Donc, est-ce qu'on va trouver les entreprises qui ont ces effectifs ou pas? Le délai impossible, c'est quand on commence à descendre au-dessous de l'amorçage par rapport à la plus petite zone possible. Là, on commence à rentrer dans des délais impossibles. Mais tant qu'on a une micro-zone avec un amorçage où on peut mettre en place un rythme, c'est le nombre d'effectifs qui varie. Donc, il n'y a pas de délai impossible. Et le nombre d'effectifs, son coût, il est le même puisque j'utilise le même nombre d'heures pour faire le logement ou la zone, hein. Il n'y a pas d'impact économique en fait dessus, hein. Si vous le pensez, c'est faux. Enfin, le temps unitaire par produit est le même, hein, donc le temps dépensé en ouvrier est le même. Donc ça n'a pas d'impact économique. Par contre, il faut trouver ces ouvriers. Mais il n'y a pas de délai impossible. D'ailleurs, la preuve, je vais vous montrer une opération encore plus spectaculaire, hein. Vous avez vu, c'est de la réhabilitation de logements étudiants. Alors, c'est quoi cette résidence?
C'est une résidence que moi j'ai connue, enfin, c'est les types de résidences que moi j'ai connues quand j'étais étudiant, c'est-à-dire qu'on avait chacun notre chambre de 9 mètres carrés, et puis au bout du couloir, il y avait des sanitaires et puis une cuisine commune, quoi. Et puis dans ces sanitaires et cette cuisine commune, il y avait un peu d'amiante. Il y avait un peu d'amiante parce que c'était la colle ou je sais pas quoi, enfin voilà. Et donc, réhabiliter ce type de résidence, c'est de créer des petites studettes où, dans lesquelles on va retrouver la salle de bain, la kitchenette, dans le même espace de 9 mètres carrés. Et puis, on va désamianter tout ce qu'il faut désamianter. On va mettre en norme PMR, donc on va élargir un peu les couloirs. On va élargir un peu les couloirs pour que deux, deux fauteuils se croisent, etc. Donc l'idée, c'est de créer ces kitchenettes. Ben, le délai classique pour une opération comme ça, de 430 logements, c'est pratiquement 2 ans avec le désamiantage. Là, ça a été réalisé en 6 mois. Le rythme du client, c'était 23 students jour. Donc vous imaginez les effectifs en conséquence. Voilà. Mais tout ça pour vous montrer que ça existe dans la vraie vie. Et on a suivi à peu près le même protocole pour le mettre en place. On a suivi à peu près le même protocole pour le mettre en place, c'est-à-dire qu'on a cartographié des séquences, on a fait la planification géotemporelle, le tact planning qui va avec, et après, on l'a piloté avec les 3 fondamentaux que je vous ai dit, à savoir le planning à X semaines, les indicateurs et l'amélioration continue par rapport à ces indicateurs, y compris le taux du bond du premier coup, le taux de bond du premier coup. Donc voilà, voilà comment le mettre en œuvre. Alors maintenant, il est temps de conclure par rapport à ce webinaire. Je sais que ça a été assez rapide, mais il est temps de conclure. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir principalement 2 choses. C'est que le tact planning permet de viser le délai client et de dimensionner les ressources nécessaires. Ça, c'est la première conclusion. Et que bien piloté, finalement, il va permettre de gérer la coactivité. Pourquoi? Parce que chacun va être dans une zone sans croiser l'autre. Donc, il permet de gérer les coactivités dès le début. Et ça, c'est important de retenir ça. Après, vous pouvez retenir que ça réduit les délais, que ça optimise les délais. Enfin, on pourrait beaucoup parler de délai client et de délai optimum. Voilà, il y a beaucoup de notions comme ça. Il y a d'autres notions que je n'ai pas fait rentrer, comme le buffer, etc. Ça sécurise, mais retenez ça, c'est concret. C'est concret et en tout cas sur un grand nombre de projets où il y a des répétitions, c'est très très efficace. C'est très très efficace. Maintenant, il faut savoir le faire. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, vous avez plusieurs leviers. Pour aller plus loin, vous pouvez déjà, je vous invite à lire le livre que j'ai coécrit il y a 2 ans où on parle un peu de ça, mais on parle de plein d'autres choses pour avoir une vision complète sur le Lean Construction. Pour aller plus loin, vous avez des formations ou des missions avec IMA qui peuvent vous accompagner pour parfaire vos connaissances et puis vous aider à prendre la main si vous ne l'avez jamais fait. Pour aller plus loin aussi, je vous invite, on a relancé le téléchargement gratuit des recommandations sanitaires Covid. Vous verrez qu'on recommande beaucoup ces plannings géotemporels pour gérer les coactivités, puisque le but, c'est quand même de réduire les risques tout en allant vite. Et puis, pour aller plus loin, vous avez le digital aussi. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de copies d'écran de Teamouti. Vous vous doutez bien que c'est des outils qui vous permettent de faire du tag planning et de le piloter aussi.